Aujourd'hui, je vais répondre à l'une des questions que j'ai le plus souvent. Chaque jour sur les réseaux sociaux, on me demande une liste de livres que je ne cesserai jamais de recommander, mais ce que je vois le plus souvent, c'est un top 10 des livres qu'il faut avoir lus. Je suis pas forcément une adepte de cette notion de devoir concernant la littérature parce que je pars du principe qu'on lit ce qu'on veut quand on veut sans culpabilité. Par contre, je suis assez d'accord sur le fait qu'on ait certains livres dans notre bibliothèque qui sont un peu des incontournables qu'on aimerait voir dans celle de tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous fais mon top 10 des livres qu'il faut avoir lus, pas parce qu'il faut les avoir lus, mais bien parce qu'ils sont bons et pertinents. On commence avec article 353 du Code pénal de Tanguy Viel. Ce livre est un huis clos qui se passe entièrement dans le bureau d'un juge d'instruction. Sans trop entrer dans l'histoire, on suit un homme qui vient d'être arrêté par la police et qui n'a pas nié les faits, à savoir le meurtre d'un grand promoteur immobilier. Ce qui est assez fou dans ce livre, c'est la narration et l'intensité. L'intensité des aveux, l'intensité autour de cette question du sens de la vie, de la justice, de l'injustice. C'est superbement écrit et c'est à la fois bouleversant et pertinent. On a une réelle réflexion sur la vie en général et sur ce qui nous pousse à agir au plus profond de nous-mêmes. Et je peux vous garantir que quand vous commencerez ce livre, vous n'arriverez pas à arrêter de le lire. On continue avec un roman jubilatoire. Stella et l'Amérique de Joseph Incardona. Il y a plusieurs niveaux dans l'histoire, mais l'essentiel c'est qu'on suit Stella, une jeune femme de 19 ans qui vit dans un van et qui fait des miracles. Elle fait des miracles comme dans la Bible, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle guérit des malades, elle guérit des paralysés. Donc quand le Vatican apprend ça, c'est une bénédiction pour eux, parce qu'ils se disent « mais on a enfin trouvé une sainte, une vraie et une pure ». Sauf que problème. Pour guérir tous ces gens et faire des miracles, Stella doit coucher avec les gens parce que Stella est une prostituée. Ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'il parvient à allier des situations absurdes, loufoques, improbables, un peu décalées, sans jamais devenir ridicule ou lourd. On flirte avec la limite, mais on ne la dépasse jamais. Par contre, on rit, on prend du plaisir, on est ému aussi. Et ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez entendu parler de ce livre, donc je vous conseille d'aller voir ça d'un peu plus près, parce qu'honnêtement, vous passez à côté d'un bon moment. On poursuit avec un essai et pas n'importe lequel parce qu'il s'agit pour moi d'un essai que tout le monde devrait lire. Le courage de la nuance de Jean Birnbaum est un texte qui nous apprend beaucoup de choses. Il nous apprend déjà qu'on est dans une société où on fait plus attention à l'autre, où l'on ne prend plus le temps de dialoguer, de peser ses mots, d'apprendre à se taire quand il faut, et que finalement on oublie un concept très important, la nuance. La nuance, c'est apprendre à se méfier de ce qu'on nous dit, c'est apprendre à se remettre en question, ne pas croire qu'on sait tout, mais chercher et se questionner. La nuance, c'est aussi faire preuve de franchise, c'est jouer avec l'humour, c'est prendre de la distance sur des choses. Sauf que la nuance, c'est pas facile et c'est avant tout un courage. Alors lisez ce livre et ayez le courage de la nuance parce que c'est primordial. Mais je sais pas du tout où je l'ai mis. On poursuit avec un autre roman que je n'ai pas dans les mains parce que j'ai oublié, mais je vous le mets juste ici. Ce livre, c'est Les Braises de Sándor Márai. Si j'ai une chose à vous dire sur ce livre, c'est que pour moi, c'est LE livre sur l'amitié. L'histoire est assez vite résumée. On est en Hongrie, on est dans un château à la campagne et on est face à deux protagonistes qui sont des amis d'enfance qui se sont perdus de vue et qui se retrouvent 41 ans après. C'est globalement, pendant plus de 200 pages, un dialogue entre ces deux qui prend un peu plus la forme d'un interrogatoire où l'un pose des questions à l'autre. Dit comme ça, on a l'impression qu'on va s'ennuyer, mais c'est tout le contraire. La structure du récit fait qu'il y a une tension dramatique particulièrement présente et aboutie. On a toute une série de rebondissements, de coups de théâtre et on a une vraie réflexion sur la vie et sur notre manière de l'appréhender. On y parle de fidélité, de devoir, des non-dits et pour moi, il n'y a pas un seul livre qui parle aussi bien de l'amitié que celui-ci. Donc un conseil, courez l'acheter. Le prochain livre, je crois qu'il est devenu un classique de la littérature, du moins un incontournable connu de tous. L'adversaire d'Emmanuel Carrère. Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Roman tue sa femme, ses enfants, ses parents, avant de tenter, sans réussir, de se tuer lui-même.
Si vous aimez les faits divers, les histoires vraies, les enquêtes et les rebondissements, vous aimerez forcément ce livre. J'évite de le conseiller à tout le monde, du moins je préviens un peu en amont qu'il est assez dur psychologiquement. En revanche, l'écriture, le style, la plume d'Emmanuel Carrère, tout est absolument fabuleux. C'est d'une grande maîtrise et d'une grande justesse. On raconte cette histoire, mais on raconte aussi l'histoire de notre société, de toutes ces dérives. Il y a une réelle réflexion qui est à la fois psychologique, sociétale et humaine. Je vais pas vous mentir, pour moi c'est l'un des livres les plus palpitants et les plus fascinants de ces dernières années. Ma bibliothèque est tellement mal rangée que j'ai mis 3 jours à trouver le prochain livre. Maintenant, on passe à un essai philosophique qui va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Cet essai est découpé en plusieurs parties. La partie principale, qui s'intitule De la vie heureuse, donc de Sénèque, n'est pas forcément celle qui m'intéresse le plus. Celle qui m'intéresse le plus est la première partie qui s'appelle De la brièveté de la vie. Je vais pas vous avancer tous ces principes, mais dans cet ouvrage, Sénèque parle de l'importance d'arriver à maîtriser son temps pour ne pas avoir l'impression de subir sa vie et finalement de penser qu'elle est très brève. Il parle notamment de tous ces gens qui dilapident leur temps en pensant qu'il est illimité et qui s'attachent notamment à le perdre à boire ou à manger avec excès ou à vivre dans tout ce faste. Je dis pas forcément que tout ce qu'il avance est juste. Par contre, sa réflexion sur notre capacité et notre possibilité à gérer notre temps comme on l'entend, ça c'est pertinent. Sénèque nous dit qu'il faut prendre conscience du fait que le temps n'est pas éternel, qu'il faut jamais le prendre pour acquis et qu'il faut en profiter. Et ça, selon moi, c'est une réflexion qui est fortement précieuse, qui est contemporaine certes, mais surtout intemporelle et universelle. C'est un petit ouvrage que vous pourrez picorer au fil du temps et qui est malgré tout assez accessible pour de la philosophie. On passe maintenant à un classique de la littérature. J'en ai parlé récemment sur Instagram, mais ce livre, qui est Des souris et des hommes de Steinbeck, est l'un des livres qui a été, je pense, le plus intimidant dans mon parcours de lectrice. Il m'a toujours énormément impressionnée et j'ai toujours eu peur de ne pas être à sa hauteur. J'ai pas envie de vous raconter trop l'histoire parce que je veux vraiment que vous lisiez, sachant en plus que c'est un livre qui est quand même assez court. Par contre, ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que ce livre est d'une sincérité folle. On y parle du pouvoir des rêves face à la misère humaine. On y parle de l'innocence qui n'a jamais été aussi intense. On y parle de l'amitié qui n'empêche pourtant jamais la solitude. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus pour vous convaincre de lire. Simplement, si vous n'avez aucune excuse valable pour ne pas le faire, eh bien faites-le et lisez-le. On poursuit avec un livre bouleversant. Au début, je pensais que je lisais ça pour tous les livres, mais en fait, je me suis juste rendu compte que je lisais que des livres qui bouleversent. Nour a 20 ans, elle est instruite et cultivée, elle est élevée par son père dans la connaissance de la démocratie, de la critique et de la liberté. Pourtant, Nour ne suit pas le chemin tracé, elle en choisit un tout autre et dans le plus grand secret, elle part rejoindre son mari en Irak, qui est un lieutenant d'une organisation terroriste. Ce livre est un dialogue entre un père et sa fille et s'il est particulièrement émouvant et tragique, c'est parce qu'on raconte les conflits idéologiques qui divisent les familles et notamment ce sentiment d'incompréhension face aux choix qu'ils peuvent faire. Mais surtout, on raconte l'amour qui est la clé du dialogue et qui est la clé finalement de tout espoir. Ce livre est très court, vous le lirez rapidement, mais croyez-moi, vous ne l'oublierez pas d'aussitôt. On passe maintenant à un livre qui a l'un des plus beaux titres de la littérature contemporaine. Ceux qui s'aiment se laissent partir, parce que parfois c'est la meilleure chose à faire. On est face à un récit intime et sincère dans lequel Lisa Balovan revient sur son enfance et notamment sur cette mère qui lui échappe, qui est instable et complètement insaisissable. Cette mère qui est en proie à la joie comme à la mélancolie, et surtout qui élève sa fille avec autant d'amour que de chaos. Je trouve que ce livre est une très belle réussite parce que le style est splendide. Finalement, ce qui est mis en avant, c'est le fait que bien souvent, on est obligé d'accepter que l'héritage familial se porte et s'emporte avec nous. Et ça, peu importe son poids. Ha! Et enfin, on termine en beauté avec un livre dont j'ai beaucoup parlé. 107 ans de Diastème. L'histoire est simple, le livre est très court, vous le lirez honnêtement d'un seul souffle. Simon a 16 ans et il aime Lucie d'un amour fou,
mais faux au sens propre du terme, c'est-à-dire de ce genre d'amour qui vous fait perdre la raison, qui vous consume de l'intérieur. Et donc, ce livre raconte cet amour destructeur. Sauf que c'est pas n'importe quel livre. Ce livre, c'est l'un des plus durs psychologiquement qu'il m'ait été donné de lire. Pourquoi c'est dur ? Parce que les mots sont vrais. Chaque détail est si réaliste qu'il vous écœure et vous transperce le cœur. La souffrance est décrite avec une telle justesse qu'on a l'impression qu'on peut ressentir toute la détresse qui émane de ces phrases. Je me souviens pas avoir déjà lu un livre où on ose écrire les mots de la douleur, mais les vrais, et ceux qui font vraiment mal. Honnêtement, ce livre, il est bouleversant, mais il est surtout dérangeant parce que l'écriture est très crue. Je vous le conseille si vous êtes prêt à le supporter, mais s'il y a un risque que cette lecture soit trop compliquée, laissez-le un peu de côté et reprenez-le peut-être à un autre moment de votre vie. Ce top 10 touche à sa fin et honnêtement c'était assez compliqué de choisir seulement 10 livres parmi tout ce que j'ai pu lire et tout ce qui a pu me plaire. Je serais assez curieuse de savoir si vous en connaissiez certains parmi cette sélection. Vous les avez peut-être déjà aimés ou d'ailleurs pas aimés. Je serais aussi curieuse de savoir si je vous ai donné envie d'en découvrir certains. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et surtout n'hésitez pas à me citer certains livres que vous auriez ajoutés dans ce top 10.